C'est un des paradoxes de cette quête d'un pouvoir impersonnel, donc d'une mise en pilotage automatique des affaires humaines, qui était déjà présente dans le rêve du règne de la loi, puisqu'on voyait dans la loi cette figure éventuellement impersonnelle, mais avec la gouvernance par les nombres, cela s'accentue. L'un des paradoxes est que c'est le terreau de la réapparition de formes de la dépendance personnelle. Alors, pour le comprendre, il y a deux aspects, il y a deux causes à cela. La première, c'est que la façon de penser, en particulier si on prend le travail, mais comme nous l'avons vu, c'est transposable aussi aux relations entre les entreprises ou entre États puissants et États moins puissants, c'est de dire je te fixe des objectifs, je te donne une sphère d'autonomie, mais tu dois rendre compte et tu dois exercer cette autonomie à mon bénéfice. Or, cette structure, qui est la structure du management moderne, est exactement celle de ce que, dans le droit médiéval, on appelait la tenure-service. La tenure-service, c'est-à-dire tu vas tenir un bien de moi, qui suis ton suzerain, tu le gères de façon autonome. Alors ce bien, ça pouvait être un fief dans le cas des nobles, ou une tenure roturière pour un non-noble, et tu dois la gérer, mais dans un sens qui m'est profitable. Cette structure de la tenure-service correspond assez bien à la direction par objectif, ce qui fait ressurgir. C'est une première raison pour laquelle on peut dire que l'allégeance ressurgit. C'est la structure, les modes de pensée du travail contemporain qui nous ramènent à l'allégeance. Une autre raison à cela, c'est que l'affaiblissement de la figure de la loi égale pour tous, l'affaiblissement de la figure de l'État, puisqu'on a vu avec cette forme de dépérissement d'État, c'est-à-dire une capacité protectrice, surtout l'État social qui promettait à tous la sécurité à tout moment. Cet affaiblissement oblige ceux qui sont confrontés aux formes les plus graves de cette disparition de la figure tutélaire et protectrice de l'État de chercher leur sécurité ailleurs. Pour survivre dans de tels environnements, où il n'y a plus une loi commune dont l'observation est garantie, il faut faire allégeance à plus fort que soi. Donc il faut se mettre dans la dépendance de quelqu'un qui va vous protéger, mais qu'on va devoir servir. Donc c'est la raison pour laquelle, à tous les niveaux, on voit se généraliser ces liens d'allégeance, parce que ce que je viens de dire sur les rapports entre entreprises de forces différentes ou entre travailleurs et entrepreneurs s'exprime aussi dans les rapports entre les États. Lorsque vous avez eu la crise grecque de l'année dernière, on a demandé vraiment à la Grèce de faire allégeance à ses partenaires de l'Union européenne. Si vous lisez le texte que la Grèce a dû signer en juillet 2015, elle dit oui, tout est de ma faute. On leur a fait signer que si la Grèce a une dette insoutenable, c'est uniquement en raison des politiques menées depuis janvier 2015. C'est-à-dire quelque chose qui est absolument faux. Mais il fallait qu'il fasse cet acte de soumission pour qu'ensuite, dans un deuxième temps, on lui accorde un certain nombre de crédits. Face au déficit grec, la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, le FMI et la Banque centrale européenne, ont pris en main le sort des Grecs dans des conditions qui sont tout à fait exorbitantes des limites des pouvoirs normaux des institutions européennes sur un État. Mais là, on peut y voir aussi un effet de ce qu'on a dit à propos du New Public Management, c'est-à-dire à partir du moment où vous considérez un État comme une entreprise, s'il fait faillite, quand un entrepreneur fait faillite, on lui retire la conduite de ses affaires. Donc là, on dit le peuple souverain n'a plus voix au chapitre. Il est mis sous tutelle d'un administrateur judiciaire. Donc la Troïka agit comme une sorte d'administrateur judiciaire. Et on voit là la contradiction flagrante entre cette conception de la gouvernance par les nombres avec l'idée de démocratie, naturellement. Donc ces structures, si vous voulez, du lien d'allégeance, on les retrouve à tous les niveaux de l'institution. C'est pourquoi ce concept me paraît particulièrement opératoire.
On voit ressurgir en fait une structure qui est effectivement de type médiéval. Mais ça ne veut pas dire qu'on retourne au Moyen-Âge. Ça veut dire simplement que vous avez dans l'histoire du droit un nombre, d'ailleurs en fait limité, de façons de penser le gouvernement des hommes, et que lorsqu'il y en a un qui s'essouffle, qui s'affaisse, eh bien on voit réapparaître les autres. On voit certaines notions ainsi qui font l'objet de recyclage, si je puis dire. Par exemple, la notion de citoyenneté, on la voit en Grèce, elle est réinterprétée à Rome d'une autre façon. On la voit réinterprétée dans les cités italiennes à l'aube des temps modernes, puis dans la Révolution française, et puis dans les lois Auroux qui parlent de citoyenneté dans l'entreprise, à chaque fois avec des sens différents. Donc là, il ne s'agit pas de dire qu'on revient au Moyen-Âge, mais il y a résurgence d'une structure, parce que dans les formes de gouvernement des hommes, il n'y a pas une variété considérable. Et là, j'ai repris une typologie qui était familière à la philosophie politique chinoise, qui distinguait le gouvernement fondé sur les lois avec le gouvernement par les hommes. L'idéal confucéen, ce sont des hommes qui ont suffisamment incorporé des règles de savoir-vivre pour ne pas avoir besoin d'être assujettis à des lois. Bon. Donc ça, c'est les gouvernements par les hommes. Et c'est le ritualisme dans ce cas-là. Et le gouvernement par les lois, c'est au contraire, il y a la loi commune qui s'impose à tous. Bon. Il y a, à côté du ritualisme, la féodalité était une autre forme de gouvernement par les hommes. C'est-à-dire, c'est par un lien d'allégeance personnelle. Je me reconnais le vassal de mon suzerain qui m'accorde sa protection. Alors c'était dans le cas d'un hommage entre nobles. Cette forme-là a existé dans des sociétés diverses, sous des formes diverses. Il y a un ouvrage magnifique du grand historien Marc Bloch sur la société féodale qui est très bon de reprendre parce qu'il montre comment cette structure féodale a pu donner lieu à des formes d'expression tout à fait différentes dans les différentes parties de l'Europe. Perry Anderson aussi, dans La naissance de la féodalité, fait ce type de travail comparatif. Et en particulier, il montre que la féodalité japonaise, qui a été si importante dans les succès économiques du Japon à la fin du siècle dernier, parce qu'ils ont vraiment su tirer le meilleur parti de ce type de lien par l'emploi à vie. Je vous donne un emploi à vie, mais vous devez me servir fidèlement. Ça a été une des clés du succès économique des Japonais. N'avait pas la forme juridique que ça a pu prendre en Europe, où la féodalité s'était redéveloppée sur le terreau du droit romain. Et à l'intérieur même de l'Europe, l'expérience anglaise, française et allemande était différente. Il me semble qu'aujourd'hui, si on faisait une étude approfondie, on pourrait remettre en évidence ce même type de diversité. Et dans le cas français, il y a un vieux fond féodal qui ne demande qu'à se réexprimer, en effet, sous des formes qui correspondent à la tradition française. Pour ne pas donner l'impression, qui serait fausse, que ce diagnostic de renouveau des liens d'allégeance procède d'un certain pessimisme, il faut souligner le fait que, contrairement au fantasme du marché total, d'un système qui serait universel, homogène, d'une homogénéisation des systèmes, dans une perspective de mondialisation telle que j'ai essayé de la définir, le problème est pour chaque société de s'appuyer sur sa propre tradition pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire d'inventer sa modernité à partir de la tradition qui lui est propre. Et dans le cas français, il y a dans l'histoire longue de la culture juridique française des ressources qui pourraient être mobilisées. Au lieu de quoi, aujourd'hui, la tendance est souvent à faire un usage du droit comparé que je rapproche de l'usage de la chirurgie par le docteur Frankenstein, c'est-à-dire de penser qu'on va pouvoir greffer une tête anglaise, des muscles allemands, un cœur suédois, et que ça va faire... Non, le problème, c'est de reprendre suffisamment confiance dans une certaine tradition, de savoir faire, de ne pas s'enfermer dans une représentation
fantasmée d'une identité nationale, etc., ni céder à l'idée que maintenant, il y a une seule façon de gouverner, qu'il faut l'importer en France. C'est très important, c'est là que se noue la question des réformes aujourd'hui. Comment peut-on tirer parti d'une tradition juridique pour faire face aux problèmes de la modernité ? Il était déjà prévisible, d'ailleurs c'était mentionné dans le rapport Au-delà de l'emploi qui est paru en 1999, que la monnaie unique aurait pour effet de restreindre le champ d'action économique des différents États à une seule variable d'ajustement qui était le coût du travail, puisque le reste échappait aux États. Il ne restait plus qu'un levier auquel ils s'agrippent absolument frénétiquement en pensant que par ce levier, il sera suffisant pour s'ajuster aux contraintes de la compétition internationale et s'y ajuster dans le sens d'une révision toujours à la baisse des standards sociaux. Donc c'est lorsque il m'est arrivé de voir un homme politique de façon très théâtrale lors d'une émission télévisée jeter sur la table un énorme code qui en fait était un code commenté en disant voilà l'origine de tous les problèmes de la France. C'était un acte, j'allais dire, prévisible. Mais il me semble que c'était aussi d'un certain côté un acte irresponsable parce qu'il témoignait du manque de perspectives politiques, de mise en contexte des problèmes. Car il est de fait que le droit du travail hérité du monde industriel, pensé en termes d'emploi, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, correspondait à un système de production qui n'est plus le nôtre et qu'il faudrait... Nous avons besoin de repenser, de réformer les catégories du droit du travail. Cela ne peut pas sortir la tête des universitaires. Alors c'est un des problèmes aussi de la loi El Khomri de vouloir être parti de rapports d'experts, alors qu'il faut partir de la négociation. Le droit du travail a toujours évolué à partir de la pratique, c'est-à-dire la connaissance expérimentale que les chefs d'entreprise et les salariés, via leurs syndicats, peuvent avoir des réalités du travail. C'est ça le vrai terreau où enraciner les réformes. Et le Code du travail en fait d'ailleurs l'obligation dans son article 1er, issu d'une loi dite la loi Larcher, impose normalement que toute réforme du droit du travail soit précédée par une négociation interprofessionnelle. Or, dans le cas de la loi El Khomri, on a pris le problème d'abord par l'expertise. Puis depuis, on court après pour essayer de rattraper cette faute originelle, si je puis dire, par des négociations successives avec les différents syndicats. Donc l'affaire est partie de travers, si je puis dire, dès le départ. Cet acharnement, effectivement, il y a quelque chose, si je me plaçais sur le terrain des jugements de valeur, de voir tout un personnel dont on peut observer qu'il cumule les avantages du public et du privé très souvent dans ce mouvement oligarchique que nous avons eu l'occasion d'évoquer, pointer du doigt sans cesse les avantages extravagants dont jouiraient les catégories populaires à quelque chose d'obscène à certains égards. Ça, je ne le cache pas. Quand on passe de la banque à la haute fonction publique en gardant les sécurités de l'une et les avantages financiers de l'autre, dénoncer les avantages extravagants des postiers ou des infirmières, vouloir à tout prix s'en prendre à ce qui reste de fonctionnement des services publics en France. Donc c'est désigner sans cesse, monter les immigrés contre les indigènes, les vieux contre les jeunes, les retraités contre les actifs, les insiders contre les outsiders. Cela procède de décomposition, de l'incapacité de dessiner un horizon politique mobilisateur pour l'ensemble des citoyens. Donc c'est un autre symptôme de la crise du politique, du vivre ensemble. Comment peut-on, pour employer les termes là aussi de l'imaginaire cybernétique, reconnecter le politique à l'expérience? Cette notion d'expérience est très importante à mes yeux. Souvent, on voit les questions de justice sociale comme une sorte de rêve irénique, de boy scout ou de bonne sœur. En réalité, la justice sociale a été affirmée solennellement à 2 reprises pendant le XXe siècle. Une fois en 1919,
l'autre fois en 1944, c'est-à-dire à l'issue de boucheries inimaginables, de meurtres de masse. Et à 2 reprises, on a réaffirmé, donc d'abord dans le traité de Versailles, ensuite dans la déclaration de Philadelphie, il n'est pas de paix durable sans justice sociale. C'est-à-dire qu'une des prévisibilités qu'on peut avoir dans un monde où les injustices se développent, c'est qu'on aura de la violence. Sous quelle forme? Dans ces guerres, ça a été de la violence entre États, enfin de toute forme d'ailleurs. Là, on voit apparaître des formes de violence relativement inédites sous nos yeux, mais ces violences, elles sont, d'un certain côté, prévisibles. Et le moyen, et ce qui est très frappant dans la déclaration de Philadelphie ou dans la déclaration universelle, c'est qu'il se réfère explicitement à l'expérience historique nous a montré que si nous laissons nous développer trop d'injustice, eh bien nous aurons la guerre. Et donc là, reconnecter le politique avec l'expérience vécue me semble être une urgence pour éviter ces risques. Donc ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'il y a un vaste chantier devant nous, mais qui suppose une réappropriation par les populations de la chose politique, qui ne doit être confisquée ni par les experts, ni par une classe politique devenue professionnelle et qui a perdu le contact avec l'expérience sociale réelle, oui. Donc qui est enfermée, qui est dans la carte, et une carte qui n'a plus aucun rapport avec le territoire.